Bonjour tout le monde, c'est Ikemon, Bloodbath. Aujourd'hui, première vidéo. Bon, pas vraiment première, mais du moins la première avec du son. Et pour reprendre mon activité, rien de mieux qu'un petit classement tout en 3D des objets magiques dans le monde du jeu vidéo. C'est parti. L'arc et la flèche. Ces objets sont disponibles dans le jeu Titan Soul, un jeu où votre personnage possède uniquement un arc et une flèche unique. Une seule flèche, dotée du puissant pouvoir de tuer les titans, de solides monstres possédant un seul point faible. On ne sait presque rien de cette flèche, mais un des titans que vous rencontrez, le seul qui d'ailleurs ne vous attaquera pas et se laissera tuer, vous dit d'un air fatigué. Ah, une autre âme brisée cherchant la vérité. Moins encombrée que la dernière. Tu as payé un lourd tribut pour l'abomination dans ton carquois. Et pourquoi? La connaissance? La puissance? J'espère que ça en valait la peine. Maintenant, fais ce pourquoi tu es là. Cette flèche a donc déjà eu au final plusieurs possesseurs et a servi de tout temps pour sa puissance à abattre tous les titans. Encore et encore, telle une épreuve pour quelque chose. Les packs goms du jeu Pac-Man sont les seuls aliments du héros. Il y a les packs goms standards, les super packs goms ou les fruits qui poussent uniquement dans le centre du labyrinthe. Les fruits et les packs goms standards n'ont aucun véritable pouvoir. Mais quand toutes les packs goms standards sont récoltées, elles vous font bien changer de niveau. Et donc après, comment ça se passe? Les packs goms réapparaissent-elles comme ceci, ou bien elles ressortent de votre corps pour se repositionner sur le terrain? En tous les cas, pour les super packs goms, pas de question. Ce bonbon permet à la consommation non pas de vous transformer en quelque chose capable de manger les autres, mais plutôt de transformer ce qui vous entoure en des entités vivantes comestibles, que ce soit des fantômes ou sûrement tout être vivant à leur tour. Tout le monde a déjà au moins joué une fois à Mario, et tout le monde a déjà grignoté un de ses champignons ou encore cueilli une des fleurs sur le sol pour booster notre plombier. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que ces végétaux qui poussent dans les cubes totalement fermés tels des moisissures ou de la mousse? Pour les fleurs, il en existe de nombreux types. Donc par exemple, on a les fleurs de feu pour lancer des boulettes enflammées, les fleurs d'or pour transformer en or tout ennemi tué, les fleurs de glace congélant tout sur votre passage. Et pour les champignons, on a les champignons grandissants, les champignons réducteurs, les champignons vous donnant une vie supplémentaire, des champignons vous transformant littéralement en fantôme, ou même qui vous permettent de voler. Tous fonctionnent à peu près de la même manière. Ils apparaissent, touchent notre plombier, et disparaissent dès le premier contact avec un ennemi, un peu comme s'ils étaient une seconde peau. Pour moi, les champignons et les fleurs sont des parasites, permettant aux êtres humains d'obtenir des pouvoirs qui leur permettent de braver des dangers et d'avancer plus loin. Ainsi, cela permet à la plante d'aller proliférer un peu plus loin grâce à son hôte. Et pour expliquer l'effet de seconde peau, et donc que Mario perd les compétences des fleurs ou des champignons après s'être touché une fois, c'est simple. Soit la plante par sécurité sent un danger arriver et se lâche et laisse tomber, soit elle sent qu'un de ses congénères veut prendre la place dans l'hôte et donc elle lui laisse sa place. Seuls les champignons à hôte ne respectent pas cette règle car ils se font consommer dès qu'ils sortent du cube. Les noyaux sont des fragments de cristaux présents dans le jeu Bastion. Ils sont utilisés dans le jeu par le héros comme une source d'énergie pour le Bastion, qui n'est d'autre qu'une île flottante. Mais il existe deux types de ces noyaux. Les noyaux verts d'eau, qui quand ils sont assez nombreux ne sont pas qu'une source d'énergie, mais aussi une source de création capable de faire apparaître des bâtiments sur la simple volonté, et un effort léger quand même, de l'utilisateur. Et le second type, qui sont des noyaux plutôt de couleur pourpre, qui sont plus rares mais capables de faire entre guillemets revivre le Bastion. Donc cela permet à la Terre de retrouver son origine, mais aussi de la purifier de toute maladie ou mauvaise chose. On pourrait traduire les noyaux comme des interfaces, je trouve pas d'autre mot, avec Mère Nature, mais pas seulement, car quand ils sont regroupés en très grand nombre, ils permettent aussi de modifier l'espace et le temps, d'ici qu'on ait la technologie, mais aussi le savoir permettant de les exploiter à leur potentiel maximum. Le bâton des saisons est un objet au centre du gameplay du jeu Zelda Oracle of Seasons sur la Game Boy Advance. Ce bâton est obtenu quand vous finissez
le temple des saisons, un temple qui avec le temps fut enterré et oublié. Ce bâton, comme son nom l'indique, vous permet de changer le climat comme bon vous semble pour mieux explorer le monde, ou bien pour faire piquer une tête dans l'eau à Link, si jamais il a le bon objet, ce qui veut dire les palmes, sinon il se noie. En tous les cas, ce bâton vous permet d'appliquer où vous souhaitez un climat, mais poussé de manière extrême. Par exemple, l'hiver vous glace toutes les étendues d'eau, le printemps permet aux plantes grimpantes de pousser immédiatement, l'été fait apparaître des grandes fleurs, et l'automne, les champignons ne sont plus aussi rigides que de la pierre. Les émeraudes du chaos viennent du jeu du célèbre hérisson bleu de Sega, Sonic. Les émeraudes sont au nombre de 7, une rouge, une verte, une bleue claire, une bleu foncé, une jaune, une grise, une violette, et il en existe même une 8e, une autre émeraude nommée l'émeraude mère, qui gère l'ensemble de ces émeraudes, pouvant les recharger mais surtout veillant à ce qu'elles aillent entre guillemets bien. Elles sont appelées émeraudes du chaos car elles permettent de manipuler l'espace et le temps, et d'ailleurs elles viennent d'une autre dimension. Ce sont des artefacts puissants pouvant être utilisés comme source d'énergie, ou bien pour réaliser des vœux. Si elles sont utilisées comme source d'énergie, elles sont en général incontrôlables, car possédant beaucoup trop de puissance. Et pour réaliser des souhaits, elles n'ont pas besoin d'être toutes réunies. En effet, 5 gemmes ont déjà permis la destruction d'une ville, 6 d'une lune, et avec 7 on détruit totalement une planète. Les émeraudes du chaos sont des concentrés d'égalité, de yin et de yang un peu. Ainsi, lorsqu'on les utilise pour réaliser un vœu, elles se vident, elles deviennent grises, car elles ont utilisé toute leur puissance bénéfique ou leur puissance maléfique, puis elles s'envolent et se séparent telles des Dragon Ball. Pour redonner des couleurs aux émeraudes, et donc pouvoir refaire un vœu ou regagner de la puissance, il faut les revitaliser. Donc on peut les revitaliser soit en les amenant à l'émeraude mère, comme je l'ai dit précédemment, soit en laissant le temps agir et donc en patientant plusieurs années, mois, semaines, c'est totalement aléatoire, ou on peut les recharger avec une grande volonté, comme l'a déjà fait Sonic plusieurs fois. Les gemmes peuvent presque être considérées comme des êtres pensants. En effet, il est arrivé dans des jeux qu'elles emmènent nos héros dans des dimensions différentes, où un grand danger se préparait, comme si elles souhaitaient vouloir instaurer un sort d'équilibre dans ce monde. On voit aussi que les gemmes n'ont pas été utilisées que sur Terre, mais aussi par d'autres civilisations, et pas forcément humaines, plus extraterrestres, et qui ont réussi à construire des outils permettant des voyages entre différentes dimensions, ou bien des outils de destruction importants. Le Wabajak, ou Wabayak, est un sceptre magique présent dans le monde de Elder Scrolls, à partir du deuxième volet de ce jeu, Daggerfall. Ce bâton est la propriété de Sheogorath, le Daedra de la folie. Bon, pour ceux qui ont jamais joué à un Elder Scrolls, les Daedra sont des démons ayant presque les pouvoirs d'un dieu, mais chacun sur leur propre secteur d'activité. Donc nous avons ainsi la folie, la traîtrise, la chasse, la débauche, la nécrophagie et maladie, et bien d'autres. Ce sceptre, ce Wabajak, vous est donné par Sheogorath, le grand Daedra de la folie, après avoir réalisé une de ses quêtes. Ce bâton a la particularité d'être totalement aléatoire, un peu comme le caractère de celui qui vous l'a donné. Donc ça peut aller de soigner vos alliés jusqu'à leur trancher la tête, ou bien transformer tous vos alliés ou tous vos ennemis en lapins, ou bien même absolument rien faire, vous rendant donc ce Wabajak comme une brindille. Et donc les effets sont totalement aléatoires et fait de cet objet un artefact d'une grosse puissance, mais une fois sur deux. Donc au final ça peut être aussi dangereux pour les ennemis que pour celui qui l'utilise. Les Dofus, ou Dofus, qui proviennent du MMO du même nom, sont des œufs de dragon. Il existe en tout une douzaine de ces œufs, mais seulement 6 sont les plus importants, les 6 Dofus primordiaux. Chacun permet à son utilisateur d'obtenir une grande force et une source quasiment inépuisable de magie. Mais ils sont aussi un point de réapparition. En effet, les 6 dragons primordiaux, ceux qui ont pondu donc les 6 Dofus, peuvent, s'ils sont tués, renaître en regagnant le premier œuf qu'ils ont pondu, et les 6 Dofus primordiaux sont leurs premiers œufs. Les 6 Dofus sont donc le Dofus ivoire, pondu par le dragon Dindon Dakal, dit le sage. Dofus ébène, créé par Grugalo Rassalar, dit le fuligineux. Le Dofus émeraude, par Aerafal, le maître des airs. Le Dofus ocre, né de Terracurial,
maître de la terre, le Dofus turquois venu de Aguabrial, dragon de l'eau, et le Dofus pourpre créé par Ignemical, dragon du feu. Au final, une seule personne a réussi à posséder tous les Dofus. Cette personne s'appelle Ogrest. Ogrest est une créature, un monstre, né des expériences d'un jeune génie. Ogrest est une créature totalement pacifiste, mais qui un jour tomba amoureux de Datura, Datura qui est une poupée créée par le dieu Sadida. Celle-ci avait un rêve, devenir humaine, et Ogrest fit tout pour accomplir son rêve, en collectant les 6 Dofus. Il réussit, mais l'ensemble des pouvoirs des œufs lui donnait les pouvoirs de l'égal d'un dieu. Dieu qui était pas très à l'aise avec cette idée et qui tentèrent tout pour le mettre à bas, mais qui, face à sa puissance, finirent par abandonner. Dans la bataille qui donc opposa Ogrest face à tous les dieux, Datura, la poupée, finit par avoir peur de la puissance de son bienfaiteur et disparut. Ogrest, qui était totalement abattu par la fuite de son amour, rentra dans une grande rage et en même temps une grande tristesse. Il tua tous les aventuriers qui essayaient de lui prendre les Dofus, et pleura tellement qu'il finit par inonder le monde entier, causant de grands dégâts, de lourds changements climatiques, et y mit fin à l'ère historique des Dofus, et permis de débuter l'ère du Wakfu. Les parchemins des anciens. Les parchemins des anciens sont des écrits disponibles dans le jeu Skyrim. En général, c'est un long parchemin scellé qui, en se déroulant, laisse apparaître une grande feuille remplie de symboles. Mais ceux-ci sont totalement illisibles, de 1 parce que le langage est pas traductible, et secondo parce que les écritures se mettent à briller intensément, vous rendant totalement aveugle un moment, comme si le parchemin vous éclairait les yeux à grands coups de spot de chantier. Mais certains personnages de Skyrim sont capables de lire ces parchemins si spéciaux, consacrant leur vie à l'apprentissage de leur lecture. La lecture de ces parchemins leur permet l'accès à de grandes et gigantesques sources de savoir, parfois même voir d'anciens faits historiques en remontant le temps, mais fait aussi qu'à force de lecture, et dû au grand nombre d'informations perçues, les yeux s'usent et rendent en général le lecteur totalement aveugle. Le transistor est l'arme principale de Red dans le jeu vidéo Transistor. Le transistor est pas un objet magique à proprement parler, c'est un mélange entre de la technologie informatique très avancée et de la magie sur le contrôle des âmes. En effet, cette épée peut stocker l'esprit d'une ou plusieurs personnes. Mais surtout, elle peut modeler le monde qui l'entoure comme bon lui semble, tant qu'elle rentre en contact avec ce monde. La manipulation du monde ambiant est d'autant plus puissante si une personne est enfermée dans l'épée, car elle possède du coup les pouvoirs du transistor et les utilise comme bon lui semble. Il y a un autre pouvoir qui est capable d'être déclenché par le transistor, par l'âme ou bien si on connaît la technologie du transistor. Le temps se ralentit au point que celui qui tient le transistor, donc pas le transistor en lui-même, peut réaliser une dizaine d'actions et de déplacements d'une vingtaine à une trentaine de mètres, et tout ceci en 2 à 3 secondes, montrant ainsi que le transistor permet aussi de jouer un peu sur le temps. Au final, le transistor est un objet puissant sur le monde qui l'entoure, d'autant plus lorsqu'une personne est enfermée dans l'épée. Le seul problème étant que l'épée n'a aucun contrôle sur le monde si elle n'est pas enfoncée dans la matière et surtout qu'elle n'a aucune faculté de mouvement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si vous le désirez, et en tous les cas personnellement je vais reprendre la commande que l'on m'avait fait il y a quasiment un an, et la finir maintenant que j'ai beaucoup mieux la main sur le logiciel. Et quant à vous, si vous souhaitez que je réalise quelque chose en 3D ou une petite animation, ne vous gênez pas et indiquez-le dans les commentaires. D'ailleurs, si certains ont besoin d'images 3D pour faire de l'incrustation sur leurs vidéos, indiquez-le moi et je mettrai un fond bleu ou vert sur mes prochaines vidéos pour un meilleur découpage. Merci à tous et à une prochaine fois.